Bonjour, c'est Anne-Laure Bonnet et vous écoutez Le Sacre, un podcast du Parisien. Chaque semaine, jusqu'à Paris 2024, un ou une médaillée d'or olympique ou paralympique retrace pour nous son chemin vers le sacre. C'est tout le clan français avec le drapeau qui est fier, qui est content. Et vous, votre plaisir, c'est de les regarder, de chanter la Marseillaise et en même temps de leur faire un petit coucou. Oui, je suis là pour vous aussi. Le 22 septembre 2004, à Athènes, en Grèce, Béatrice Hess remporte sa 20e médaille d'or paralympique en natation sur 200 mètres nage libre. Nous allons découvrir aujourd'hui comment l'athlète la plus titrée des Jeux paralympiques a accompagné l'évolution et la professionnalisation du paralympisme. Bonjour Béatrice Hess, nous sommes ici à Paris, dans votre hôtel. Elles sont rangées où, vos 20 médailles d'or paralympiques ? Mes 20 médailles d'or sont un petit peu rangées, éparpillées, on va dire. Alors d'une part, il y en a la plus grosse partie à la banque. Ensuite, il y en a une que j'ai donnée pour une œuvre caritative, Le sport a du cœur, oui, qui va être vendue aux enchères. Il y en a eu 2 dans des musées, parce qu'il faut aussi que ça permette, grâce à des expositions, de faire de la transmission et de l'explication pour la jeune génération. Pour moi, je les ai gagnés dans mon cœur, on va dire, et dans ma tête, mais je ne suis pas toujours à les regarder. Vous êtes né le 10 novembre 1961 à Colmar, dans le Haut-Rhin. Vous grandissez dans une famille nombreuse, dans le petit village alsacien de Ribeauvillé, au nord de Colmar. Vous êtes atteinte d'une forme de sclérose en plaques qui entrave le mouvement de vos jambes, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Je suis donc d'une famille modeste, je dirais. Donc on est de Ribeauvillé, voire même dans la montagne, un petit hameau. Donc je suis vraiment une petite Heidi, on dit, alsacien. Et en fait, j'ai grandi avec l'alsacien. D'ailleurs, ma grand-mère ne parlait pas français. Dans une petite famille modeste peut-être, mais une famille entourée. Et à l'âge de 12 ans, il y a une maladie qui progresse, qu'on ne comprend pas. Et à ce moment-là, on pense que comme j'avais fait une tuberculose osseuse, on va me mettre à Berck. On est en 1973, vous avez 12 ans, vous partez à l'hôpital franco-américain de Berck, donc dans le Pas-de-Calais, où vous allez passer 4 ans et subir de nombreuses opérations. C'est une déchirure de quitter si jeune sa famille pour une institution où vous allez vivre des moments difficiles quand même. Oui, effectivement. Vous n'avez pas de moyens technologiques pour s'appeler, c'est-à-dire mes parents ne peuvent pas lire le français, donc pas moyen de leur écrire. On a une religieuse qui décide de tout et qui vous prend tout ce qui vous appartient pour le donner à la communauté, qui décide de vous opérer un jour ou l'autre, vous êtes un cobaye, et vous n'avez pas de téléphone, pas moyen d'appeler la famille pour leur expliquer ce qui se passe, et j'ai 12 ans, donc je n'ai pas eu d'adolescence à ce niveau-là. Dans le régime de fer qui vous est imposé, il y a une séance qui va vous redonner goût au plaisir, presque goût à la vie. C'est le jour où on vous immerge avec votre fauteuil dans une piscine. Oui, dans le cadre de la rééducation, vous avez à la fois du sport, de la kiné, mais de la natation. L'esprit de contradiction qui s'éveille en moi se dit, dans l'eau, la religieuse ne viendra jamais. Elle n'enlèvera pas son voile. Et c'est là où je me sens maître à bord. Vous découvrez donc la natation quasiment dans la rage. Totalement. C'est ce qui me fait avancer. C'est-à-dire que chaque jour, tout ce qui était difficile, je le mets dans la natation. C'est-à-dire je nage. C'est mon échappatoire. Vous rentrez enfin en Alsace à 16 ans, en 1977. Il se fait comment le retour ? Est-ce que quand vous rentrez, vous vous dites, bon, il y a quelque chose qui me plaisait quand j'étais à Berck, c'était la natation, je continue ? Non, je n'ai pas encore cet esprit-là à ce moment-là. Et en fait, quand je rentre chez moi, je crois que le temps s'était arrêté. Donc je ne comprenais pas pourquoi les gens me regardaient bizarrement. Mes amis d'enfance ne me parlaient pas. Donc en fait, j'étais une inconnue complète. Qui plus est, l'école où je devais aller, prudence, oui. Elle sort d'un hôpital, on n'en veut pas. Donc je repars dans un autre institut pour faire une formation professionnelle. Vous déménagez à Belfort au début des années 80. Vous continuez vos études de secrétariat comptabilité
et vous nagez aussi dans un club pour personnes porteuses de handicap à Belfort. Expliquez-nous comment s'est fait le retour à la natation. En fait, quand je suis arrivée à Belfort, je me suis retrouvée en fait comme quelqu'un qui sort de prison. C'est-à-dire que je ne savais même pas traverser la route seule à 17 ans, vu que j'avais jamais rien connu. Donc, je me suis rattachée à une petite... C'est comme toujours, avec une affinité et 2-3 amis. Et en fait, on nous proposait des activités. Et dans ces activités était prévue la natation. Moi, c'est la seule chose que je savais faire. Donc, et qui vous apportait du plaisir. Je me suis rattachée à cette natation et avec un groupe de jeunes, on faisait des compétitions. Quand je suis rentrée, ensuite à Colmar, une fois mon examen en poche, me voilà adulte, là, mais j'ai toujours des petites nageoires qui frétillent. Et là, je me dis, mais il faut que je puisse nager. Je commence le 10 octobre de travailler. Et je crois que 3 jours après, je vois dans le journal local l'inauguration d'un plan incliné pour pouvoir permettre d'accéder à la piscine de Colmar les personnes en situation de handicap. Alors je me dis, mais il y a un club, je vais pouvoir y aller. Et je suis allée à ce club. Justement, racontez-nous votre première compétition de natation en fauteuil. On est à Stoke-Mandeville, au Royaume-Uni. C'est le berceau des compétitions paralympiques. Vous y participez pour la première fois en 1982. Vous avez 21 ans. Et il se passe quoi? En fait, je ne devais pas y participer. J'étais outsider. J'étais remplaçante. C'est-à-dire que je bats le record de France de papillon. Et en fait, la personne qui devait y aller est enceinte. Il ne pouvait plus. Et il fallait la remplacer par une personne du même sexe et surtout de la même catégorie de handicap. Et c'était moi qui étais la suivante. Et donc, j'arrive et je gagne des médailles. Ah, c'était pas prévu. Puis viennent vos premiers Jeux paralympiques. Ils se déroulent du 16 au 31 juin 1984 à New York, aux États-Unis. Les Jeux olympiques et paralympiques ne se déroulent pas encore dans la même ville comme c'est le cas aujourd'hui. C'était comment l'ambiance de ces Jeux paralympiques? Est-ce que c'était festif comme ce qu'on imagine aujourd'hui? Ah, pas du tout. Ça n'a aucun rapport de ce qu'il y a maintenant. Mais pour nous, c'était bien. Déjà, on voyageait. Il y a toujours cet esprit de liberté. Liberté dans l'eau, liberté de voyager, liberté d'apprendre, de se partager, de rencontrer du monde différent. Et en fait, on est parti à New York. Je comprends très bien que la presse puisse ne pas s'intéresser à cette période-là des Jeux, parce qu'on était beaucoup trop de classifications. On gagnait une médaille, il suffisait d'être 3-4 à nager. Donc je peux le comprendre. Alors à New York, c'était des 25 mètres. Et comme on avait un bassin de 50, ils ne divisaient pas, alors on nageait en largeur. Donc il y avait peu de sport qui était proposé à ce moment-là. Et ce n'était que les pays qui avaient été les premiers précurseurs dans le paralympique. Vous êtes inscrite sur 4 disciplines différentes en natation, le papillon, le dos, la brasse et le crawl. Racontez-nous votre premier départ ce jour-là. Dans quel état d'esprit vous êtes? Je pars, je voulais être devant, toujours. T'es devant, tant que tu vois personne, t'es parfait. Il y avait cet esprit, sans le savoir, de haut niveau, mais on était très soudés. Par contre, il y avait encore une différence, il y avait les debout et les fauteuils. Alors, à ces premiers Jeux paralympiques, la moisson est déjà vaste, 4 médailles d'or. C'est des émotions particulières à ce moment-là pour vous? Oui, parce que vous n'y attendez pas, tout est inconnu. Et en fait, c'est tout le clan français avec le drapeau qui est fier, qui est content. Et vous, votre plaisir, c'est de les regarder, de chanter la Marseillaise et en même temps de leur faire un petit coucou. Oui, je suis là pour vous aussi. Parce que c'est ça, finalement. Est-ce que ça change quelque chose dans votre quotidien quand vous rentrez à Colmar? Absolument rien. Pourtant, c'est 4 médailles d'or. Mais oui, non, ça ne change absolument pas ma vie. Je travaille toujours, je continue de nager. Mon mari, qui avait déjà un handicap, mais il nageait aussi. Et en fait, je nageais, on faisait des championnats d'Europe, mais avec peu de moyens. C'est-à-dire qu'on prenait nos voitures individuelles, on parcourait l'Europe à nos frais. On dormait dans la voiture, donc vraiment, c'était... Il y avait le goût de la découverte du monde et il y avait cet esprit de camaraderie aussi, d'équipe. Parce que même si c'est un sport individuel, il y a cet esprit d'équipe qui était très fort. 4 ans plus tard, vous avez 27 ans.
Pour la première fois de l'histoire, les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques sont organisés dans la même ville. Il s'agit de Séoul, en Corée du Sud. Est-ce que votre préparation, elle devient un petit peu différente ? Oui, alors là, elle est différente parce que je me retrouve avec un petit groupe d'Alsaciens et donc je parcours l'Alsace, je vais m'entraîner une fois à Mulhouse, une fois à Colmar, une fois à Strasbourg, une fois... En fait, partout où il y a un créneau, je parcours l'Alsace pour trouver des créneaux et m'entraîner 4 à 5 fois par semaine, ce qui était énorme à cette période-là pour mon handicap. Et on est un groupe d'amis et on se motive. On n'a pas de stage de préparation, on n'a pas d'acclimatation au jeu. Donc, on va dire qu'on nous demande à nous de nous préparer au décalage horaire chez nous. D'accord. Donc, je m'entraîne avec des élastiques accrochés à mon canapé, au pied de mon canapé, et je regarde à la télé Matt Biondi, la star du moment. Il me dit « Waouh, je vais nager dans la même ligne d'eau que lui ». C'est ça qui est fabuleux. De voir les Jeux olympiques et de se dire « c'est là que je vais être ». À Séoul, du 15 au 24 octobre 1988, vous évoluez dans les mêmes installations que les valides, dans le même village olympique. Vous décrochez à nouveau une médaille d'or en 50 mètres nage libre. Est-ce que pendant ces Jeux, vous avez l'impression que votre sport a plus de reconnaissance, il est plus suivi ? Oui, parce que j'ai la chance d'apprendre à connaître un journaliste qui croit en moi. Alors que tous les autres collègues du duo, c'est des handicapés qui vont se faire du bien, vont faire une petite médaille. C'est un hobby, quoi. On a ce sentiment que tout le monde pense, c'est sympa de leur faire aussi des petits jeux. Voilà. Oui, c'est tout à fait ça. Hein. Et en fait, lui, non. Il y croit et il me permet de l'appeler depuis Séoul pour lui donner mes résultats et mon ressenti. Et donc, il met un petit peu, tous les 2-3 jours, un petit article sur moi. Quand vous rentrez en France également, vous vous offrez une pause bébé pour la naissance de Guillaume en 1990, puis de Delphine en 1993. Vous n'êtes donc pas aux Jeux de Barcelone en 1992, mais vous retrouvez très vite les bassins parce que ça vous manque. Après la naissance de Delphine, je participe à Téléthon, fin 93, comme elle est née en janvier. Et là, je vois que ça me manque complètement. Mais je ne peux plus me permettre de parcourir l'Alsace. C'est qu'il y a 2 enfants à la maison, qu'il faut s'en occuper, que mon mari aide ma belle-mère qui était veuve. Et donc, je me dis, il faut que je trouve une solution. Et là, je vais toquer au club valide pour leur demander si je peux nager avec eux. J'ai la chance vraiment de trouver un entraîneur qui n'est pas conventionnel. Et qui dit, tu aimes nager ? Moi, j'aime apprendre. Et moi, je lui dis, je vais te montrer ce qu'est le handicap, te l'expliquer. Bon, on travaille beaucoup ensemble, en discussion, on s'apprend. Pour les prochains Jeux qui se déroulent à Sydney en 1996, vous mettez en place une organisation d'entraînement professionnel. Peut-être que vous êtes la pionnière des entraînements professionnels dans le paralympisme. Oui, je comprends un peu pour une extraterrestre. Hein. C'est sûr que suivre des 10 fois 100 avec des valides, où j'avais à peine le temps de respirer pour repartir, je m'entraînais quand même jusqu'à 12 km par jour, 35 par semaine. Et d'ailleurs, quand j'allais en stage de handisport, c'était mes stages de récupération. Hein. Tellement c'était facile. Tellement c'était ça. Nous voici donc à Atlanta, aux États-Unis, pour les Jeux paralympiques qui se disputent du 16 au 25 août 1996. Vous avez 35 ans et vous êtes porte-drapeau. Dans le pays du Coca-Cola, c'est pratique parce que le drapeau ne tenait pas sur le porte-drapeau qui était attaché à mon fauteuil. Donc on a trouvé une boîte de Coca-Cola, on l'a cassé pour coincer le drapeau. Déjà, c'était marrant. Et en plus, c'est très valorisant parce que vous rentrez la première dans le stade et tous les yeux se rivent vers vous. J'ai pas beaucoup de photos, hein, j'avoue. On avait oublié de me prendre en photo. Moi, j'ai personne de chez moi. La télé n'est pas là, mais ça fait rien. Pour moi, c'est... Mais dans le stade, il y a du monde ? Il y a du monde, d'autres Français. Et qu'importe, moi, j'étais le porte-drapeau, sauf que personne ne me connaissait. Et donc la presse, vous imaginez le jour d'aujourd'hui un porte-drapeau dont on ne connaît même pas le nom, on ne sait pas qui c'est, mais qui est cette personne, mais pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait, d'où elle vient, c'était exactement ce qui arrivait.
Alors, je vais vous laisser nous raconter le déroulé de ces Jeux. 200 mètres nage libre, 200 mètres 4 nages, 50 mètres nage libre, 100 mètres nage libre, 50 mètres d'eau, 50 mètres papillon. C'est inouï de participer à autant d'épreuves parce que c'est sur un temps court. Très dur parce qu'en fait, j'avais juste une journée de pause. Et encore, cette journée, je l'ai consacrée aux médias. Parce que justement, ils n'avaient pas de photos, ils ne me connaissaient pas. Qui est cette porte-drapeau, il fallait filmer. Donc, je l'ai consacrée aux médias. Parce que là, vous aviez deux responsabilités, en fait. C'est être porte-drapeau, certes, mais porte-parole du paralympisme parce que vous gagnez. Parce que là, j'ai cité 6 disciplines. Vous ramenez 6 médailles d'or d'Atlanta. Oui, et qui plus est en fauteuil. Pourquoi je dis ça? Parce que jusqu'à maintenant, on ne parlait... La seule fois qu'on parlait du fauteuil, c'était des marathons en fauteuil. Mais jamais, par exemple, de la natation. D'ailleurs, on m'a jamais filmé en fauteuil, en maillot de bain. Soit il y avait le fauteuil à côté et moi dans l'eau, ou soit j'étais habillée avec mes enfants pour dire oh, c'est une femme accomplie, une mère de famille. Il fallait pas montrer le handicap. C'est à chaque fois la même joie pour une médaille d'or olympique avec le podium, avec la Marseillaise. C'est les mêmes émotions. Oui, parce que chaque médaille correspond à une forme et à un cycle d'entraînement différent. Par exemple, le papillon, c'était une Ukrainienne qui gagnait tout le temps, souvent, donc il fallait à tout prix la battre. La brasse, c'était une Yougoslave. Je veux dire, dans chaque nage, j'avais une autre sportive qui était ma concurrente amie. Je dirais toujours que j'ai toujours été amie avec mes concurrentes. D'ailleurs, vous utilisez le mot concurrente et pas adversaire. Jamais, jamais. Ça n'a jamais été mes adversaires. Ils venaient également pour gagner. Malheureusement, j'aurais essayé 1 ou 2 médailles d'or à la fin. Pas beaucoup quand même. À la fin. Qu'est-ce qui se passe en rentrant des Jeux d'Atlanta? Vous avez l'impression d'avoir plus de reconnaissance? En revenant d'Atlanta, on a été pour la première fois reçus à l'Élysée. On a été reçus avec les valides. Donc c'était quelque chose de grandiose. Même si on nous avait filmé comme ça, un peu moyennement interviewé, c'était encore très timide. Mais c'était déjà le début. Ils n'avaient pas le choix, on est dans la photo. Quelque part, vous avez poussé les murs, vous avez imposé le paralympisme dans le paysage sportif français. Oui, et là, il ne fallait pas s'arrêter. On fait réunion de famille, on décide qu'est-ce qu'on fait. Et puis là, on dit, si on s'arrête là, c'est éphémère. Vous continuez, ça rentre dans l'histoire. Il faut continuer, et il faut progresser. Il faut toujours améliorer son temps. Parce qu'à ce moment-là, vos enfants ont 3 et 6 ans. C'est vraiment compatible avec un entraînement de haut niveau. Il faut tout repenser, d'où le conseil de famille pour décider. Le papa était le père au foyer. Donc, il n'y avait pas d'argent qui rentrait, pas de financement, on ne gagnait rien pour les médailles. Et donc, on s'est battu sur la reconnaissance pour avoir un peu d'argent pour la médaille d'or. Aucun comparatif par rapport au prix de la médaille d'or valide, mais pour nous, c'est-à-dire on a gagné quelque chose. Nous voici à Sydney, en Australie, pour les Jeux paralympiques qui se déroulent du 18 au 29 octobre 2000. Vous avez remporté 6 médailles d'or 4 ans plus tôt. Là, vous êtes clairement la grande favorite. Est-ce que ça change quelque chose pour vous à 39 ans? Là, j'ai travaillé encore plus. C'est marrant, ça ne me surprend pas. Mais... il fallait qu'on ait des stratégies, forcément. Là, j'avais changé d'entraîneur, mais ça ne changeait pas. Le principe était le même. Après, on était parti sur le travail comme invalide. Tout était bien calculé, réfléchi. Et en fait, je pars à Sydney, bien sûr, avec beaucoup de peur, parce que les championnats d'Europe d'avant, et je crois du monde, j'avais perdu en papillon. Donc je me coltinais des 10 fois 50 papillons pour gagner. J'en rêvais la nuit, mais il fallait que j'aie mes médailles. Et en fait, quand j'arrive à Sydney, ma première course, elle est annulée, pas assez de concurrentes. Et là, moi, soit je ne nage pas, ou soit je décide de nager, mais en catégorie supérieure, donc avec moins d'handicap, à mes risques et périls. Et vous acceptez de nager, même si ce n'est plus dans votre classification? Là, je pars, et le record, il est de 3,21. Je pars en série le matin. La ministre, elle est là le matin, mais pas l'après-midi, puisqu'elle reprend l'avion. Et elle est à côté de mon entraîneur qui dit « Ralentis, ralentis, ralentis ». Et elle ne comprend pas. Et en fait, c'est parce que je battais déjà le record du monde le matin.
Les enchaînements entre toutes ces épreuves, parce que là vous êtes au départ de 8 épreuves, ils sont comment à vivre? Comment est-ce qu'on récupère? Est-ce qu'on puise toujours l'énergie dans la rage? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même votre petit moteur à vous. Oui, et d'un autre côté, il faut se préserver. Tout est réfléchi pour qu'on a beaucoup travaillé et qu'on récupère, le corps doit récupérer pour être au top au moment voulu. Et surtout, on lit. C'est marrant parce que dans la vie, on a plus de mal à prendre un livre, des fois pour lire, on n'a pas le temps. Mais là, c'est le moment, en fait, où on se donne le temps pour lire, pour s'évader, parce qu'on a besoin de s'évader pour pouvoir récupérer. C'est une façon de récupérer aussi. Donc, on fait des siestes, on mange tranquillement, on essaie de pas trop se fatiguer. Tout est bien réfléchi. Je le disais, vous êtes au départ de 8 épreuves et vous remportez 7 médailles d'or. Ouais. Quels sont les moments les plus émouvants? Alors, bien sûr, c'est gagner les médailles. Ce qui était marrant, c'est que dès qu'on voyait mon nom inscrit, les journalistes, ils demandaient tout de suite un traducteur. Ils savaient qu'il y avait Béatrice S. et ils disaient « Oh là là, un traducteur, elle va gagner, elle va gagner. » Il y avait des gradins jusqu'en haut plein. Et nous, on disait « Mais c'est pas possible, ça nous a donné la chair de poule. » En se disant « Mais il y a tant de monde qui s'intéresse à nous. » Vous vous sentez une star de la natation? J'aime pas le mot star parce qu'on peut être tous stars de soi-même, de sa victoire propre à soi. Je pense qu'à partir du moment où on a eu le courage de faire quelque chose et d'aller jusqu'au bout de ce qu'on voulait, de son rêve, on est la star à soi-même. Mais je pense que, comme vous dites, j'étais plutôt précurseur de la natation dans mon type d'handicap, de la reconnaissance et de prouver que ça demande autant de travail et autant de sacrifices. Au soir de ces Jeux paralympiques de Sydney, vous avez 39 ans, une famille, un métier et une envie de reprendre des études. Quelle place reste-t-il pour la natation dans cette vie déjà bien pleine? Alors là, je retravaille. Je nage beaucoup moins, disons 4 fois par semaine. J'ai les enfants et à côté, je suis élue au Comité international olympique et je sais que les langues sont importantes. Et donc j'apprends l'anglais et surtout, je veux apprendre l'histoire du sport parce que je suis au Comité olympique, je suis la première paralympique avec le président M. Auberger à être élue membre d'une commission du CIO. Ça ne me suffit pas, j'ai besoin de comprendre. Et j'ai fait donc un doctorat de sociologie du sport. Je fais de la communication et je fais en même temps des études d'anglais. Là, vous avez déjà remporté 18 médailles d'or paralympiques. Mais l'idée d'aller aux Jeux dans le pays de l'olympisme, elle est plus forte que tout parce que les prochains Jeux, ils sont à Athènes. Pourquoi ce goût si fort pour l'olympisme? Athènes, c'était le berceau des Jeux. Je savais que ce peuple vivait et avait ça en lui culturellement, l'olympisme. Et d'un autre côté, il fallait payer ses études. Il faut dire les choses. Il n'y avait pas d'argent. Et on recevait tellement peu. Je travaillais à côté. Je ne sais pas comment je faisais mes 24 heures, hein, j'avoue. Hein. Mais entre l'entraînement, mes études, mon travail... En fait, vous dormiez jamais. Je dormais moins. Les Jeux paralympiques d'Athènes en Grèce se déroulent du 17 au 28 septembre 2004. Vous avez 42 ans. Et avec 2 médailles d'or au compteur pendant ces Jeux paralympiques, vous clôturez votre aventure avec émotion. Les Jeux d'Athènes ont été le tournant où quand on arrive à Athènes, tout ce qui était les anneaux olympiques, on a dû mettre des scotch sur tous nos habits, sur toutes nos affaires, parce qu'on n'avait plus le droit de montrer les anneaux olympiques. Parce que le paralympique avait sa reconnaissance en tant que tel, et donc il fallait à tout prix le logo paralympique. Racontez-nous la dernière Marseillaise, le dernier podium. C'était sur le 200 mètres, nage libre, lequel mon nom va être encore inscrit à Paris. Votre record est encore là. Ouais, mon nom est encore là. Et c'est ça qui est magnifique et c'est ça où je suis fière. Vous êtes la maman du paralympisme en natation? Je ne sais pas si je suis la maman, mais en tout cas, j'ai essayé au mieux possible de faire de ce que la natation m'avait donné quelque chose de bien, de faire de la transmission auprès des élèves par de l'éducation, par le sport.
partout où je peux essayer d'apporter de la joie et du plaisir par ma réussite, c'est une victoire aussi. Merci beaucoup Béatrice S pour vos victoires et pour ces confidences. Merci. Vous venez d'écouter Le Sacre, le podcast Jeux Olympiques du Parisien. 24 épisodes jusqu'à Paris 2024 à retrouver sur toutes les plateformes. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy, Ambre Rosala et réalisé par Julien Moncouquiol. Si vous aimez Le Sacre, n'hésitez pas à vous abonner, nous laisser un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Et puis on vous invite à aller écouter les autres podcasts du Parisien, Code Source, l'actualité au quotidien, et Crime Story, chaque samedi.